première table ronde, donc Didier Caz. Donc, juste rappeler, tout le monde connaît beaucoup. Enfin, la plupart des gens connaissent Didier. Didier a rejoint le Cercle Credo il y a pratiquement un an maintenant. Donc, il est un petit peu dans notre équipe chargée de mission et notre référent sur la formation, sujet qu'il connaît très bien. Didier, à toi. Merci. Voilà, merci, vous m'entendez bien. Alors, je fais une petite introduction avant d'appeler tous les présents à cette table ronde. Donc, tenez-vous prêts par rapport à ça. Écoutez, comme introduction, j'aimerais simplement faire, tout simplement, c'est que considérer comme le grand projet, le premier grand projet du 21e siècle, loin de tout ce qui pouvait être considéré comme un copier-coller avec un précédent grand déploiement du XXe siècle, notamment si je parle de la boucle locale cuivre, il s'est avéré être un véritable défi économique, humain, organisationnel, du fait d'une multiplicité d'acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un seul acteur sur le terrain. Et donc, tout comme en 1974, pour le déploiement de la boucle locale cuivre, avec le plan de Giscard, si vous vous en souvenez, pour les plus anciens comme moi, c'est sous l'impulsion de l'État que, de nouveau, la réflexion sur un déploiement massif et maîtrisé ça a été fait par l'arrivée du plan très haut débit fin 2013. Et là, à l'époque, je voudrais simplement rappeler que les études ont fait apparaître que la réussite d'un tel chantier, alliant à la fois pérennité, qualité, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, sur un délai divisé par deux, c'est-à-dire que quand on avait mis 40 ans pour en faire un, là, il fallait le faire en moins de 20 ans. Donc, on va beaucoup plus vite. Il fallait aller beaucoup plus vite. Les ambitions étaient là. Au-delà, tenez au-delà de, notamment des milliards qui allaient être injectés, au nombre de personnes disponibles, à la diversité des métiers, dont certains avaient déjà disparu. Et on s'en est rendu compte. Ce que c'était qu'un piqueteur, on ne savait pas. Il a fallu inventer des métiers. Ce qu'était un négociateur, pourquoi des négociateurs et tout ça. Ça dépassait le stade des techniciens habitués, habituels aussi qu'on avait sur le terrain à une certaine époque. Il a fallu replanter des poteaux, savoir replanter des poteaux. Donc il y avait énormément de choses. Et tout ça dépendait aussi de la disponibilité. Donc sur le terrain, on a assisté à une guerre des entreprises qui, une fois qu'on savait qu'il y avait des techniciens très bien formés dans une entreprise, on allait le piquer. On allait le chercher en lui mettant 200 € de plus à la clé par mois. Voilà. Donc, on a assisté quand même à un certain nombre de choses. Et donc, je voudrais simplement, avant d'appeler donc tout le monde autour de la table, rappeler quelques chiffres. Parmi ces chiffres, on avait évalué qu'il faudrait au plus haut des pics 22 000 personnes sur le terrain. Qui après s'est avéré, on a dit qu'il en fallait 27 000. Donc, ce n'est pas rien quand même, c'est que ça mobilise quand même là. Évidemment, quand j'entends les chiffres par rapport à la préparation des JO, je dis, bah oui, bah, c'est pas plus. Eux, ils disent 30 000, avec 30 000 personnes, ils ont fait tout ce qu'ils ont préparé. Nous, bon, 30 000 pour faire ce déploiement, ce n'est pas rien. Et on a surtout fait afficher qu'en matière de formation, il fallait plus de 1 700 000 heures à la pointe, disons, autour de 2020. Donc, autre chose pour terminer, à l'époque, en 2017, on s'apercevait qu'en France, des centres de formation, il y en avait pléthore. On en avait trouvé plus de 190, un peu moins de 200 qui proposaient des offres de formation sur la fibre. Et hélas, on s'apercevait que quelque part, quand on voulait comparer, quand on voulait savoir qu'est-ce qu'ils proposaient à la clé, c'était le grand bazar, tellement grand bazar qu'il a fallu un peu réformer tout ça, rappeler un petit peu les règles en la matière de ce qu'on attendait pour déployer un FTTH. FTTH, ce n'est pas un simple câble en fibre optique à faire, il y avait plein d'autres choses à associer à cela. Donc voilà, donc heureusement, dès ce moment, ah pardon, j'ai fait une bêtise, je vais vous retrouver, j'ai fait une bêtise. C'est toujours comme ça, le direct. Ah, merci. Alors, pour terminer, donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que heureusement, certaines structures se sont montées. Il y a Objectif Fibre qui a fait, et Innovance notamment, qui sont lancés à faire du référencement de centres de formation pour en identifier certains qui savaient proposer des offres de valeur et de bon niveau.
Donc, la formation, disons, au centre de la réalisation d'un projet ambitieux, pérenne, répondant à toutes les attentes d'une nation. Est-ce une réalité, un mythe? C'est ce qu'on va essayer de trouver donc, à travers donc, la table ronde que on va former tout de suite. Et pour cela, donc, j'appelle autour de moi donc, alors, honneur aux dames d'abord, Jennifer, Simon, ici, Brigitte Kaplan, Zacharia, Alayan, Arnaud Roussille, Alexandre Godard et Pascal Viedville. Alors, bon, apparemment, vous ne nous connaissez pas, donc je vais distribuer les. Vous mettez votre. C'est bon? Ah, voilà, pardon. Oh là là, vous êtes. Ah, bah oui, oh là là. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, ce que je vais vous demander en premier abord, c'est que vous ne connaissez pas toutes ces personnes-là. Bon, enfin, on en connaît quelques-unes quand même, malgré tout. Donc, ce que je vais demander, c'est que si vous, d'abord, vous pouvez vous présenter, votre rôle au sein de la structure que vous représentez, bien sûr, aujourd'hui, nous dire surtout en 2 mots, donc très succinctement, très rapidement, ce que représente le volet formation dédié au déploiement. Le FTTH, on parle de ça aujourd'hui, hein, quelque part dans votre entité, et sur une échelle de 1 à 10, quelle en serait sa place? Donc, honneur aux dames, Brigitte. Alors, Brigitte, il faut que je dise que voilà, Brigitte Kaplan, c'est la directrice régionale adjointe de Constructis en Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, ma mission au sein de l'OPCO est d'accompagner les branches dans l'anticipation des mutations de leur environnement et le développement de projets pour répondre aux besoins en emploi et compétences des entreprises. Cette mission suppose le développement de partenariats avec les acteurs professionnels et institutionnels du territoire et au-delà. Et sur la période 2016-2020, j'ai eu l'immense honneur et le grand plaisir de travailler avec Objectif Fibre et donc ma collègue Sandra Bonneau de Constructis sur un EDEC fibre optique, donc sur la période 2016-2020. Et c'est les échanges que nous avons construits, les outils que nous avons élaborés dans le cadre de cette EDEC ont produit quelques réalisations remarquables que je vais avoir le plaisir effectivement de vous détailler au cours de cette table ronde. Et donc, vous nous avez demandé à cette époque, si je devais chiffrer de 1 à 10 notre implication sur le volet formation de la fibre, je dirais 5 pour ce qui me concerne et entre 8 et 10 pour Sandra Bonneau. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole donc, à Jennifer, directrice de Novea. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, je suis Jennifer Simon, directrice de Novea. Donc, Novea, c'est un pôle d'excellence rurale qui a été créé en 2006 à l'initiative de 2 membres fondateurs, donc, qui sont le groupe ACOM et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc, on a travaillé dès le départ sur le déploiement et en tant que centre de formation sur les métiers de la fibre optique. Donc, à l'époque, on a été plusieurs années à 10, Didier, parce qu'on faisait quasiment que ça. Et depuis 2 ans, on a développé des nouvelles activités. Donc, on a un petit peu baissé, puisqu'on est aussi maintenant, on travaille on fait des études d'impact environnementaux, donc PEP Éco-Passeport et bilan carbone. Et on a développé aussi d'autres activités, fresque du climat, fresque, voilà. Donc, maintenant, on est plutôt à 8, Didier. Bon, c'est pas mal déjà quand même. Merci Jennifer. Donc maintenant, je vais demander donc à Arnaud Roussille, qui est directeur business unit du grand projet Action, de voir ce qu'il peut dire. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis Arnaud Roussille. Donc, je m'occupe de l'ensemble des grands projets chez Action, hein. Donc, c'est les déploiements en particulier des réseaux fibres et FTTH. La fin des déploiements pour nous, c'est 2028. Donc, après, bon, il faut se réinventer. On a d'autres projets. On a l'activation des réseaux FTTH sur ce qu'on appelle les RIP 3G, hein,
les premiers appels d'offres sont en cours. Il y a l'Essonne dont la signature sera dans 2 semaines, je crois, pour la création d'un réseau 3G. Nous, la formation, pour nous, est un acte évidemment hyper important parce que sur la construction des réseaux, alors nous, on construit, malheureusement, on ne s'occupe pas beaucoup du raccordement client, on en reparlera un peu plus tard, mais on construit nos réseaux jusqu'au PBO. Et la qualité de construction, évidemment, est hyper importante. Et donc, parce qu'on va exploiter ces réseaux à travers des DSP sur 25-30 ans. Donc, on est très vigilant à la qualité de construction. Et donc, on a utilisé pas mal de centres de formation en interne et aussi un peu en interne pour former les gens qui construisent les réseaux. On en sous-traite une grande partie et on essaye de qualifier au maximum nos sous-traitants pour que la qualité de réseau soit très importante à travers des centres de formation dans l'ensemble de nos DSP. Donc, c'est souvent des marchés publics. On a des obligations d'insertion, mais aussi de formation avec des grands volets de formation qui sont donnés par les collectivités locales en objectif assez important. Merci. Donc maintenant, je vais passer la parole, disons, au grand chef d'orchestre, ce grand plan qui a été mis en place. Donc le directeur des programmes France Mobile et France THD de l'ANCT. Donc je demande à Zakaria Alayan de s'exprimer sur le sujet. Très bien, merci. Écoutez, avant tout, surtout, je tiens à vous remercier. Remercier de nous avoir accueillis et de nous avoir invités à cette table ronde. Je dis tout de suite, enfin, nous, à ANCT, on n'est pas des professionnels de la formation. Et pourtant, on en dépend furieusement. C'est ça le fond du sujet, c'est qu'on en dépend furieusement et c'est un peu ça que j'évoquerai. En fait, je suis plutôt un témoin. Alors, je dis un mot sur l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour ce qui concerne le plan France 3D. Alors, notre rôle, il est très simple, c'est de piloter ce plan pour ce qui concerne la composante zone d'initiative publique. Et quand je dis piloter ce plan, c'est accompagner les collectivités dans leurs projets de réseau d'initiative publique, tant techniquement que dans le financement. En résumé, on subventionne les projets des collectivités pour déployer des réseaux là où les opérateurs privés ne déploient pas spontanément, parce qu'il y a un sujet de densité. Alors, évidemment, on accompagne si ça s'inscrit dans le plan, et on pourra revenir dessus, parce qu'on a beaucoup d'exigences, et je le dis tout de suite, on a assez intransigeant. Voilà. On a des exigences techniques et on ne lâchera rien. Alors après, je dis souvent, on est soit souple comme le bambou, raide comme un piquet, c'est au choix, vous choisissez ce que vous voulez, mais à la fin, il faut que les exigences techniques soient tenues. Et ça, c'est vraiment pour nous déterminant. Mais je reviendrai un petit peu sur ce sujet. Alors, je le disais en introduction, on n'est pas des professionnels de la formation. Pour autant, on est premier utilisateur, enfin, in fine, quoi. Et donc, notre niveau d'implication dans la formation, enfin, j'aurais tendance à dire qu'il est assez bas, en fait. Voilà. Donc, je mettrais autour de 2-3 parce que nous, à NCT, on n'est pas en première ligne. Pour autant, on intervient ponctuellement aux côtés de la DGFP, donc du ministère du Travail, pour ces questions-là. Merci beaucoup. Donc maintenant, je me tourne à ma droite et je vais demander donc à Pascal Viedeville, donc directeur de pilotage des fournisseurs chez Orange, son avis et pareil avec l'échelle de 1 à 10, où que le volet formation se situe. Merci Didier, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, la formation, évidemment, dans le cadre du déploiement FTTH, comme dans tous les autres domaines, c'est le socle, on va dire, de la qualité du déploiement réseau. Dans un premier temps, qui ensuite, justement, va engendrer le fait, ce que disait M. Roussy tout à l'heure, un bon raccordement client. Donc, elle est fondamentale pour que le déploiement se fasse dans des règles de l'art et surtout dans le respect des normes d'ingénierie qui les ont constituées. Elle garantit que les intervenants savent ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le faire. Pour l'entreprise qui les emploie, c'est aussi la garantie d'un travail qui se fait bien du premier coup, qui ne nécessite pas de reprise et donc n'engendre pas de coûts supplémentaires injustifiés dans le cas de non-qualité. Et je dirais sur une échelle de 1 à 10, alors en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'est absolument, sur lequel j'accorde beaucoup d'attention parce que justement, ce socle est extrêmement important. Donc, je dirais 8, 9 et j'aurais aimé même dépasser les 10 parce que voilà, c'est quelque chose qui permet quand même de construire l'avenir, de construire la suite et bon, on en reparlera dans les prochaines questions. Merci Pascal, c'est très bien. Et donc pour terminer, je vais donner la parole donc aussi à Alexandre Godard, donc expert formation de CIRCE Academy. Donc à vous. Bonjour à tous.
Donc oui, Oui, voilà. ah, Partagez-vous le. donc oui, Alexandre Godard, je suis responsable formation et expert métier au sein de la CIRS Academy. Voilà, pour mon côté formation, moi, ce serait plutôt de l'ordre de 100%, plutôt 10 sur 10, puisque je suis vraiment dédié à cette activité et tant sur la création de supports de formation, le déploiement des formations et la formation de nos formateurs. Donc voilà, pour la petite histoire, la CIRS Academy, maintenant, c'est plus de 50 personnes au national avec 8 centres de formation en France et avec énormément d'heures de formation dispensées. Merci à vous. Donc maintenant, vous connaissez à peu près tous nos panélistes, là, vous connaissez tout le monde. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc deuxième question, ça va être aujourd'hui, c'est que sous un angle un peu, quelles sont les attentes des opérateurs concernant la formation des techniciens, on va parler techniciens, au vu de leur rôle de donneur d'ordre? Recherchent-ils beaucoup s'appuient-ils sur des formations initiales, diplômantes, certifiantes, ou voire courtes de perfectionnement, voire très courtes de perfectionnement avec des remises à niveau seulement? Et là aussi, s'il existait un curseur de niveau d'exigence attendu, vous mettriez quoi à côté? Vous iriez vers le savoir-faire ou simplement savoir très bien faire à côté, avant tout? Donc là, je vais demander à Layan de nouveau de s'exprimer sur le sujet. Oui, alors, encore une fois, je me permets de faire un peu de digression, parce que ce n'est pas tant la formation dans laquelle moi je suis un professionnel, mais clairement sur les déploiements des réseaux. Mais ça a un impact, et c'est ça qu'on va développer, que je vais essayer de développer en 2 minutes. Ça, Oui. j'ai bien noté. Alors, nous, vous avez compris, la NCT, on a une exigence très très forte s'agissant de rythme de déploiement, et on peut en être fier. Ça a été dit, Marc, tu l'as pointé tout à l'heure, avec 38 millions de locaux rendus raccordables et 86% des locaux rendus raccordables sur le territoire national, on peut se satisfaire. On peut même tous collectivement être fiers de ce qui a été réalisé. Ça, c'est une première chose plutôt satisfaisante. En revanche, et ensuite, ça a été répété plusieurs fois, et je suis absolument ravi de vous l'avoir entendu tous le dire, c'est la qualité des réseaux. La qualité des réseaux, vous m'avez entendu, on sera intransigeant, et c'est tout à fait normal. Cette qualité, elle fait partie du cahier des charges du plan France Relais. C'est même un élément déterminant. On a un certain nombre d'exigences. Par ailleurs, on n'est pas plus intelligent à l'ANCT que les autres. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Et on s'appuie sur le comité des experts. C'est ce comité d'experts animé par l'ARCEP qui définit l'état de l'art. Et nous, on s'aligne sur cette exigence technique. Donc, il y a des experts, des gens plus intelligents que moi, qui savent nous expliquer ce qu'il faut et ce qu'il faut respecter. Et nous, à ANCT, on s'aligne sur ces exigences. Et donc, il n'y a pas de sujet. On accompagne absolument tout ce qui nous est pointé. Mais en même temps que lui, on est particulièrement exigeant. On attend des collectivités qu'elles contrôlent tout cela, et nous, on contrôlera tout cela. On s'est doté d'outils d'audit, et on ira tout regarder. Et quand je dis tout regarder, on parlait de déploiement. Alors, vous avez évoqué le déploiement, mais également le raccordement. C'est aussi pour nous un élément déterminant. On en parle régulièrement avec Marc, d'autant plus que le raccordement, c'est l'instant où on rentre chez nos concitoyens, et c'est le moment où ils prennent la mesure de la réalité de tout ce qu'on a construit depuis tant d'années, quoi. Donc, abîmer ou gâcher, entre guillemets, ce dernier instant, c'est globalement le projet qu'on abîme. Donc, nous, on est particulièrement attentifs à tous ces aspects. Et pourquoi tous attentifs on est particulièrement attentifs à tous ces aspects? Parce que là, et ça a été dit par... ça a déjà été dit, c'est que le réseau qu'on construit aujourd'hui, c'est un réseau pour plusieurs dizaines d'années. En 2030, c'est la fin du cuivre. Le réseau de fibre deviendra le réseau de référence des communications électroniques de demain. On ne peut pas imaginer que ce réseau soit mal construit. Et d'ailleurs, c'est très concret. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais c'est très concret. Ce que l'on fait aujourd'hui, ça détermine les performances du réseau demain. Pourquoi? Parce que les opérateurs commerciaux, qui sauront mieux le dire que moi, vont renouveler leurs équipements techniques actifs sur le réseau, en allant toujours chercher plus de performance. Un réseau mal construit aujourd'hui, demain, je ne sais pas dire à quel horizon, il se passera, ce qui se passera, c'est que le signal ne passera plus. Voilà. Donc, il faut le construire, bien construire, tout de suite. Ça doit être contrôlé, et nous, à NCT, on le contrôlera. Donc, voilà notre exigence. Et tout cela est directement lié. Il y a une corrélation évidente avec la formation. Et je suis ravi de l'entendre. Et ça a été un peu... je suis ravi de cela et ravi de l'entendre, qu'il y a une corrélation évidente pour nous tous entre qualité
des formations et qualité des réseaux. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Donc, on est premier client, on y sera particulièrement attentif. Et donc, évidemment, moi, je me tourne plutôt vers tout le panel d'intervenants. On compte sur vous, en fait. Et moi, je m'appuie sur vous parce que c'est vous qui êtes les experts et qui saurez dire ce qu'il faut entreprendre pour cela. Merci beaucoup. Donc maintenant, je me tourne vers un opérateur. Et donc, Pascal, Edil, Stavi. Alors, sur le sujet, bon, nous, on a une double casquette, hein, puisqu'on a nos propres équipes et puis on a également des prestations que l'on achète certain nombre à un tissu industriel. Donc, sur la partie interne, bon, on a nos propres sujets de formation. On déploie, on a des experts, mais on s'appuie aussi parfois sur des entreprises extérieures, hein, pour compléter ces formations. Et elles sont nombreuses et de très bonne qualité. Et quand on achète des prestations, voilà, l'attente, c'est d'avoir donc finalement des intervenants qualifiés qui apportent les connaissances, les compétences, la maîtrise de l'environnement dans lequel ils évoluent, afin que les prestations réalisées correspondent et soient correctement réalisées conformément au cahier des charges. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça a été dit d'ailleurs déjà ce matin. Nous proposons d'ailleurs nous-mêmes un catalogue de formation aussi et de prestations via des organismes reconnus, ce qui est important aussi d'avoir des organismes qui pignon sur rue. Circe, à côté de moi, a son propre centre de formation, d'autres également, et il y a un certain nombre d'organismes justement qui permettent de répondre à ces besoins. Donc ceci, ça permet, et notamment pour ceux qui n'ont pas de dispositif en propre, hein, d'acquérir un certain nombre de compétences et d'assurer la montée en puissance, la montée en compétence de leurs équipes et répondre justement à ce fameux cahier des charges qui souvent permet dans des formations initiales de répondre à 90% des situations. Après, il y a des choses de perfectionnement et autres à travers d'autres modules qui permettent d'aller chercher un peu plus d'expertise pour aller traiter les cas les plus difficiles. Les opérateurs donc, peuvent cependant être fortement partie prenante, hein, dans ces formations de base dispensées. On l'a également expérimenté avec un certain nombre d'acteurs, comme je vais prendre l'AFPA comme exemple, hein, mais j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec eux dans la région quand j'étais patron d'unité. On a déployé des formations dédiées, classe mixte, parfois classe de femmes également, pour ce sujet inclusion de personnes qui soit sont en reconversion, la mixité, etc., et qui nous ont permis de développer et surtout d'amener des gens qui n'avaient pas forcément cette idée en tête, de se tourner vers un métier d'avenir qui aujourd'hui, dans lequel ils s'épanouissent aujourd'hui grandement. Donc voilà, ces personnes sont ensuite soit parfois employées par nous, on les recrute, ou alors on les propose aussi à notre tissu de fournisseurs justement pour pouvoir exercer cette reconversion. Donc on dispose de formations axées sur des sujets aussi qui nous sont propres par rapport à notre catalogue produit. Hein, ça permet également d'avoir cette différenciation par rapport à ce que l'on propose dans nos offres, mais aussi par rapport à nos sujets internes de systèmes d'information et autres dispositifs qui sont propres à la maison Orange et sur lesquels on doit avoir des personnes qui sont extrêmement compétentes. Merci. Donc, je vais prendre aussi notre avis sur d'opérateurs, donc côté Axione. Alors, votre avis? sur la formation, moi, je vois deux grands volets, hein. La partie formation pour les équipes de déploiement, donc c'est encore d'actualité, mais on va s'arrêter assez vite. Là, cette formation, finalement, c'est des formations qui ont été faites au cours de l'eau. On a beaucoup de formations en interne, les sous-traitants ont fait beaucoup de formations en interne et en utilisant aussi les centres de formation. Et moi, je veux revenir sur un point sur la formation, c'est pour le futur et le raccordement. Et si on veut arriver aux 40 millions d'abonnés, il va falloir que ce raccordement se passe mieux qu'à l'heure actuelle. Alors, il y a eu quelques progrès, mais on sent quand même un ralentissement du nombre d'abonnés. Et pourquoi il y a un ralentissement du nombre d'abonnés? Alors, peut-être qu'il y a un peu moins d'appétence pour ceux qui restent sur le cuivre, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de raccordements qui ne se sont pas très bien passés. Le député l'a dit, hein, le mode stock, on fait beaucoup en mode stock. Le mode stock, c'est le seul endroit en France où finalement le maître d'ouvrage n'est pas responsable de son réseau, hein, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe sur notre réseau. Donc ça a permis aussi d'avoir une force de frappe importante, hein, pour
pour le nombre d'abonnés, parce que je pense que les OI n'auraient pas été en capacité d'avoir assez de main-d'œuvre pour avoir ce nombre d'abonnés. Maintenant, le mode stock, on doit le pérenniser pour le primo abonné. Pour le churn, nous on milite beaucoup pour passer en mode OI, arrêter le mode stock sur le churn. Et pour les nouveaux abonnés, en gardant ce mode stock, il faut, avec les nouveaux contrats entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux, où les opérateurs commerciaux sont plus responsables et ont des pénalités, sur la qualité du réseau, donc ce que les opérateurs, les OC commencent à mettre en place, donc de contrôler vraiment la qualité des intervenants en réduisant le nombre d'interventions. Ce qu'on disait, la chaîne de valeur, plus on dilue la chaîne de valeur, plus l'intervenant, à la fin, finalement, est très mal payé. Donc, dit très mal payé, doit faire plus de raccordements dans la journée, donc aller plus vite et faire moins de qualité. Donc, en réduisant cette chaîne de valeur pour que l'installateur final soit payé à son juste prix, et ben ça permet d'augmenter la qualité. Alors, c'est plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Nous, on essaye de mettre en place un passeport fibre pour valider les interventions. Alors, c'est plutôt en mode oui qu'on le fait, parce que c'est valider les intervenants physiques sur le terrain. Et ça, c'est forcément lié à la formation des personnes qui interviennent sur le terrain. Voilà, ok, donc on est bien d'accord, parce que j'avais peur qu'on s'éloigne un petit peu, mais que justement on revient bien que quand même l'intérêt de la formation et du savoir bien faire, c'est avant tout cette recherche, vous êtes en quête là-dessus. Donc là, vous avez entendu donc un peu l'avis côté des OI, un peu, opérateur, quelque part. Il est bon d'avoir aussi le ressenti côté centre de formation. Est-ce qu'ils adhèrent totalement à ce qu'ils ont entendu, totalement, ou je ne sais pas, ou est-ce qu'ils ont un autre avis? Jennifer? Je commence. Alors, c'est effectivement les demandes des entreprises par rapport à la formation de leurs salariés. Elles sont très diversifiées. Elles vont des demandes sur de l'apprentissage, où nous, on va être sur 18 mois, jusqu'à des demandes qui vont être sur quelques jours. Alors, elles peuvent être pertinentes, des demandes sur quelques jours, des personnes qui sont intervenues sur du déploiement que l'on veut faire monter en compétence sur des raccordements clients. Moi, je trouve qu'on n'en a pas vu assez dans les centres de formation, et je ne parle pas que pour Novea. On s'attendait quand même à avoir un petit peu plus de monde revenir. Alors, Objectif avait écrit des formations qui étaient sur 5 jours, qui ne nous pensaient pas inabordables. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de personnes venir se former sur ces spécificités du raccordement. Alors qu'en 5 jours, on pouvait quand même venir amener des choses sur du savoir-faire, sur la spécificité des raccordements et des différents types de raccordements clients, puisque les toutes premières personnes qui avaient été largement formées, étaient formées plutôt sur le déploiement, enfin vraiment sur la D1, D2, et pas sur cette partie finale. Et puis, un élément que tu as rappelé aussi tout à l'heure, Didier, dans ton introduction, sur le savoir-être du raccordement client, parce que bien évidemment, quand on a des retours, je pense que tout le monde, dès qu'on dit qu'on travaille un peu dans la fibre, on a tout le monde vient nous raconter son expérience raccordement client. Et quand on creuse un peu, bien souvent, c'est plus un problème de savoir-être des équipes qui interviennent que des problèmes de savoir-faire. Donc, même si ça a été bien fait, mais ça n'a forcément pas été bien compris non plus, l'intervention du technicien. Donc, c'est vrai que les plateaux techniques, notamment des centres de formation Objectif Fibre, se sont dotés d'appartements pédagogiques pour faire des jeux de rôle, pour faire des choses un petit peu innovantes et passer tout ça. C'est des outils qui ont été, de mon point de vue, un peu sous-utilisés. Alors, je sais bien, on est pressé, il y a des plaques il y a des choses à rendre, il y a des deadlines et tout ça. Et c'est vrai que la formation, des fois, passe un petit peu après. Et puis, cette chaîne de valeur qui était assez longue, on va dire, à un moment donné, faisait que les derniers intervenants étaient sûrement les moins bien, pas assez rémunérés, et qui n'avaient plus de moyens non plus pour venir en centre de formation. Et ça, on l'a bien vu, et vous l'avez tous constaté. Je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant que ça ne faut pas passer dans les centres de formation, quels qu'ils soient. D'accord, merci. L'avis aussi de notre forme de centre de formation. Donc, oui, du coup, côté Circe, on a énormément investi du coup sur les arrivées de nouveaux techniciens, tant sur la partie technique que sur la partie savoir-être, parce que du coup, on a réalisé aussi beaucoup de formations sur la relation client, etc. C'est vrai qu'on a un avantage quand même, c'est d'être assez proche des opérateurs. On a la chance aussi d'avoir Orange qui nous a aussi beaucoup apporté grâce à leurs formateurs et leurs responsables formation. Donc,
Donc tout ça, donc on a créé des formations initiales, donc avec des formations de plusieurs mois et avec des formations aussi plutôt certifiantes qui sont, voilà, comme je disais, sur 5 jours, sur une dizaine de jours, pour des formations un petit peu plus précises sur certains domaines d'activité. OK. Alors, justement, pour clore cette question, j'avais juste un petit. Bon, je ne veux pas vous demander un petit curseur, mais quelque part, c'est juste, ça nous aidera pour la suite, quelque part. Donc, peut-on considérer qu'un cursus formation réalisé en centre de formation, un peu comme Novea, ouvert à tous et à toutes, et un cursus de formation uniquement issu de maison, on va dire, entre guillemets, donc issu au sein de propre entreprise, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'un vaut mieux ou est-ce que la mixité est bien souhaitée? Je ne sais pas. Là, juste 30 secondes chacun. Donc Arnaud, là-dessus. Arnaud, pardon. Non, enfin, Je vais y arriver avant la fin. les deux sont forcément complémentaires, hein. Enfin, enfin, quelqu'un qui connaît rien au début, ben, il faut qu'il passe par un centre de formation. Et après, ben, c'est en travaillant dans l'entreprise qu'il va qui va compléter sa formation. Et enfin, c'est de l'apprentissage après. Et donc, pour moi, les deux sont forcément liés et complémentaires. Non, ça, c'est des choses que vous faites, quoi, que vous pratiquez. Oui. Alors après, enfin, nous, on a moins de techniciens enfin, on n'a pas beaucoup de techniciens, mais on vérifie que nos prestataires. D'accord. Et côté un autre opérateur comme Pascal là-dessus. Cela dit, les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de raison que ce soit différent dans la mesure où les règles d'ingénierie sont les mêmes. Donc, on doit présenter après les mêmes choses. Après, ça permet aussi d'avoir de la complémentarité parfois, d'avoir un autre regard. Et puis aussi, sur ce qui est fait en interne, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, la personnalité de l'entreprise fait qu'elle déploie ses propres, on va dire, ses propres modules par rapport aux offres, aux produits qu'elle a quand on est OC. Mais sur la partie oui, évidemment, les règles étant les mêmes, on doit adresser les mêmes sujets, mais parfois avec un autre regard, une autre approche pédagogique peut amener pour certains acteurs, finalement, de mieux s'approprier les sujets. Voilà. D'accord. Bon, je ne demande pas aux deux centres de formation. Je pense que chacun a c'est complémentaire. D'accord, donc on va passer à la question numéro 3. Et merci déjà d'avoir joué le jeu. Donc la formation. Alors là, cette question-là, elle est un peu longue, mais elle me paraît très, très, très importante. C'est qu'on a vu que la formation, au cours des 10 années, s'est transformée en matière des besoins, des métiers, parce que, voilà, elle s'est construite un petit peu en marchant et c'est rien de négatif, mais bon. Donc, la chose que je voulais vous demander, quel est votre avis un peu sur la dématérialisation de l'accès à la formation via les tutoriels, les e-learning, voire parfois, on a vu certains centres de formation qui se sont déplacés, sont allés au-devant des apprenants en équipant des 38 tonnes de plateaux techniques et en allant au-devant des gens. On a vu d'autres qui simplement équipaient leur Kangoo et dedans mettaient 4 planches et 3 matériels dessus et allaient dans la salle des fêtes du village pour former. On a vu toutes ces choses-là se mettre en place. Ces modes de formation se veulent être innovants, je pense. Ils simplifient aussi l'approche de la formation du XXe siècle. C'est une autre forme là-dessus. Peuvent-ils être insérés dans le cursus d'une formation complète? Se suffisent-ils à eux, comme prétendent certains, à eux seuls? Donc, vous qui représentez un petit peu donc, autour de la table ronde un peu ces centres de formation, mais aussi l'accompagnement du soutien financier en matière de l'emploi et des compétences. Donc, quelle est votre première réaction à ce que je viens de vous dire jusque-là, à la prolifération des méthodes proposées? Quel est votre avis sur l'idée que tout peut s'apprendre depuis chez soi? Donc, je vais demander peut-être un avis à Brigitte, qui n'a pas encore trop entendu, Kaplan, sur le sujet. Alors moi, je vais répondre indirectement à la question parce que quand on m'a demandé de témoigner, moi, je veux surtout témoigner en tant que COPCO de la formidable adaptabilité, puisque c'est le titre de la question, hein, dont a fait preuve Objectif Fibre, l'ensemble des organisations professionnelles représentatives dans le domaine du déploiement de la fibre.
En tant qu'OPCO, je peux le dire, hein, c'est très rare d'avoir construit en si peu de temps, en 10 ans, un tel arsenal de mesures et d'outils. Et donc, un bref rappel. 2012, et on est dans l'anticipation, hein. Vous me disiez, Oui, Didier, que vous trouviez que vous aviez réagi un peu dans l'urgence. oui. Moi, en tant qu'OPCO et point de vue extérieur, je trouve qu'au contraire, vous avez été dans une anticipation extraordinaire, puisque 2012, c'est la création du premier CQP, monteur-raccordeur FTTH. Derrière, on a la conclusion d'un appui technique prospectif pour évaluer les besoins en emploi, compétences et formations liés au plan France Très Haut Débit. Derrière, concomitamment, il y a la formidable démarche de référencement des organismes de formation sur le territoire, assorti d'un cahier des charges, d'une exigence que, en tant qu'OPCO, je n'avais jamais vu ça, hein, de imposer à des OF un équipement en plateau technique frisé, enfin, je sais pas, vous m'avez donné un chiffre qui m'a fait mal à la tête. Ouais, c'est énorme d'avoir de telles exigences et assorti du contrôle de la qualité c'est ça c'est que Objectif Fibre et l'ensemble des organisations représentatives ont été jusqu'au bout de la démarche et a priori la continuent aujourd'hui avec les OF labellisés. L'EDEC, sur la période 2016-2020, qui a conduit à un certain nombre de réalisations remarquables, la réalisation d'une cartographie des emplois et des compétences sur l'ensemble de la filière, avec la mise en évidence de passerelles de mobilité, la création de fiches métiers. Donc, cette cartographie des emplois et des passerelles est d'une utilité aujourd'hui fondamentale pour favoriser l'attractivité des métiers et pour anticiper ce dont Marc parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait demain de ces monteurs-raccordeurs qu'on a recrutés de façon massive? Comment on les accompagne pour qu'ils restent dans la filière et qu'ils puissent effectivement répondre aux besoins de demain? La création d'un pack fibre, puisque Jennifer l'a dit, on s'est beaucoup occupé, et Ambroise Bouteille, dans son rapport, le disait, on a beaucoup créé de formations certifiantes et de longue durée pour permettre l'intégration des demandeurs d'emploi dans la filière, mais on ne s'est pas assez occupé de la polyvalence des salariés en poste. Donc, on a voulu s'en occuper avec la création du pack fibre, qui reposait sur une ingénierie assez innovante, qui visait sur des modules de courte durée à apporter à la fois des connaissances technologiques, du geste métier et du savoir-être aux techniciens. Alors, en volume, on a été un peu déçus du résultat du pack fibre. Par contre, en termes d'ingénierie, les organismes référencés ont pu mettre en avant cette ingénierie et pour en faire une vitrine un peu pour proposer aux entreprises qui souhaitaient des modules courts pour former leur personnel. Et là, je vais un peu arriver un peu plus à votre question. On a fait une dernière réalisation dans le cadre de cet EDEC, c'est qu'on a travaillé avec un cabinet sur des applications de réalité virtuelle dans 3 domaines, le balisage et la sécurité, la lecture de plans et le raccordement des points de mutualisation dans les armoires de rue. Et donc, vraiment, mon témoignage, c'est plutôt... Enfin, moi, je ne sais pas très bien dire si c'est mieux, pas mieux, si c'est complet. Moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais louer à travers ce témoignage, c'était vraiment l'adaptabilité, la qualité et l'innovation dont avait fait preuve la filière, et donc Objectif Fibre, avec le soutien de l'État. Bien, merci, en tout cas, bravo. C'est gentil d'entendre ça. Quelque part, parce que bon, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, parfois on ne se rend pas compte qu'on est toujours à courir plus vite, à essayer d'aller plus vite. Le travail n'est pas fini. Hein. Ah bon. Marc m'a bien dit qu'on a parlé du raccordement abonné. Voilà, pendant 10 ans, on a fait des choses remarquables. Je crois qu'il y a un nouvel EDEC. Oui. Mais ils vont en parler tout à l'heure. Vous allez en parler tout à l'heure et j'espère qu'effectivement, vous reprendrez. Alors, justement, Jennifer, par rapport à cette prolifération, ce fait de s'adapter un petit peu. Alors, c'est vrai que nous, on avait pris la balle au bond du pack fibre et on utilise toujours les outils, l'ingénierie pédagogique qu'on a fait au niveau du pack fibre. En fait, ces formations courtes de 1 à 5 journées. Nous, actuellement, on a un catalogue de 100 formations différentes. Elles sont largement inspirées de ce qu'on avait fait pour le pack fibre. Les outils de réalité virtuelle, on utilise tous les jours
le casque de réalité virtuelle, c'est vraiment très apprécié des apprenants parce que quand on va leur faire des cours sur l'architecture réseau, ils arrivent. Des fois, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en formation. Ils arrivent, c'est un peu abstrait hein, quand on commence à leur parler avec tout un vocabulaire qui est quand même assez important. Et c'est vrai que de leur mettre du concret, le casque de réalité virtuelle et de leur faire visiter un réseau, voilà, déjà, ça remet déjà un peu tout dans les bonnes cases et ça les prépare à aller sur le terrain, sur les phases. Donc, on a aussi développé des outils de formation à distance. Ça permet d'attirer, on a un problème d'attractivité. Hein, donc, alors en plus, nous, à Mortain, on a un petit problème géographique d'éloignement pour certains de nos publics. Donc, c'est vrai que la formation à distance, ça nous aide beaucoup et ça répond surtout à une attente en fait, des apprenants. C'est un public qui est assez volatile et plus en ce moment. Et plus on va multiplier les façons d'arriver, nos pédagogies, nos outils de pédagogie, mieux on arrive à les capter et les garder. Parce que là, sur les centres de formation, on a une double difficulté en ce moment, c'est d'attirer du public, mais c'est aussi de les garder pendant la durée de la formation et ne partent pas en cours de route. Alors des fois, on se les fait shipper par les entreprises. Alors on va se dire, ça a moindre mal, ils restent dans la filière, mais des fois, ils repartent sur d'autres formations ou sur l'emploi, hein, parce qu'en ce moment, on leur propose en cours de formation régulièrement des emplois pérennes. Et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Je pense que vous m'auriez posé la question quand j'ai repris Novea, j'étais un petit peu plus fermée en disant que il y a des gestes métiers. Je reste persuadée qu'il faut absolument des passages sur les plateaux techniques, mais c'est vrai que c'est des beaux outils qui sont à notre disposition et qui permettent vraiment de faire évoluer. Voilà. Il y a aussi le MOOC, je vois m'arriver. Voilà, il y a aussi le MOOC qui est intéressant. Voilà. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, Pascal Vieux-Ville, par rapport à ce sujet, Alors, bon, je pense qu'il faut vivre avec son temps déjà, donc c'est une chose qui est importante. Et puis bon, il y a quand même différentes approches hein, qui existent effectivement pour la formation aujourd'hui, hein, et il est important, je pense, de les utiliser toutes à bon escient. Évidemment, avec des organismes ou plateformes reconnus, toujours, j'insiste sur ce point, pour éviter de faire des bêtises. Moi, je pense qu'il n'est pas concevable qu'une formation initiale aujourd'hui d'un technicien se fasse exclusivement en e-learning. Je pense qu'il y a besoin de manipulation, il y a besoin de sentir le produit, son environnement, ses attributs, les outils, voilà, et d'être parfois aussi dans des conditions réelles, parce que voir quelque chose à l'image et puis le vivre en réel, il y a quand même souvent un décalage. En revanche, les compléments de formation peuvent être utilisés par des moyens plus légers. C'est important, utile, notamment parce qu'il est difficile économiquement, on en parlait tout à l'heure, de libérer parfois des techniciens sur de longues périodes. Ça n'apporte pas de revenus à l'entreprise pendant ce temps-là. Hein, on les libère, voilà, il y a le coût de la formation et en plus, il n'y a pas de revenus qui rentrent quand on raccorde ou quand on déploie. Donc, le temps de formation, ce temps de formation, il doit être le plus efficace possible. Et une bonne partie, souvent, d'une formation, quand elle est trop longue, elle n'est pas efficace. On sait que l'attention ne peut pas être gardée parfois 2 jours, 3 jours, même une journée après le repas. Parfois, il y a un petit manque d'attention. Voilà, donc on perd de l'efficacité là-dessus. Ou parfois parce que la formation inclut un certain nombre de dispositifs dont celui qui la réalise est déjà formé et du coup lâche un peu prise. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Donc il est important donc, de cibler et d'adapter le cursus approprié. Le e-learning, la formation en ligne, c'est des choses qui permettent aussi aux individus de s'auto-tester, de faire des recherches, des points sur lesquels ils se sentent moins à l'aise de façon très, très, très spécifique. Et du coup, ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant et ils peuvent le faire en toute autonomie. Donc, je pense que la bonne mesure, ça consiste en un mix intelligent finalement entre le présentiel, le digital, le e-learning et même l'utilisation parfois d'outils en situation réelle. On voit aujourd'hui, on parlait de la réalité virtuelle, des tutos sur les tablettes pour accompagner finalement un technicien dans une problématique rencontrée. Il peut avoir un lien directement, résoudre une situation. Il y a 2 minutes de tuto, il est en situation réelle. Ça peut lui permettre aussi d'avoir cette approche. Et aussi, parfois, nous, on l'a testé et ça fonctionne très bien, des appuis à chaud avec un expert qui se trouve à distance et qui peut guider le technicien dans son approche et dans la réalisation de son activité. OK. Très vite, pour terminer cette question-là, Arnaud, quelque chose Je n'avais pas beaucoup plus à rajouter. Enfin, il faut effectivement le e-learning, pour moi, je le vois plus effectivement pour les techniciens qui ont déjà travaillé pour faire du rappel, parce que alors on parlait de la sécurité tout à l'heure.
Sur le balisage, par exemple, nous, on est très, très sensible. Nos risques en déploiement, c'est le balisage, le bord de route, puisqu'on travaille évidemment sur les bords de route, et le risque électrique. Le risque électrique, quand on est en aérien avec les lignes à haute tension ou basse tension à fil nu. Donc ça, c'est 2 risques très identifiés. Et le e-learning, avec un rabâchage assez régulier des techniciens qui interviennent, permet effectivement de faire bien rentrer cette formation. Après, c'est les outils pédagogiques, finalement, les centres de formation ont beaucoup plus de pédagogie que nous, et il faut créer du lien entre l'apprenant et le formateur. Et ça, je laisse les centres de formation dessus. Merci. Et pour terminer, Arnaud. Oui, du coup, Alexandre. oui, Alexandre. Alors, je vais rebondir sur ce que disait M. Béville. On s'est forcément équipé, comme tout le monde, sur la dématérialisation, du e-learning. Alors après, je suis aussi complètement d'accord sur le fait qu'une formation initiale, pour moi, doit absolument se faire en présentiel, en pratiquant, en ayant vraiment une bonne théorie avec un formateur bien formé. Voilà. Après, c'est vrai que côté CIRCE, on a aussi créé, on a beaucoup investi dans la dématérialisation, le e-learning, la création d'applications techniciens. On a créé aussi des réseaux sociaux techniques, qu'on a appelé CIRLink, où les techniciens peuvent aussi échanger, partager leur chantier dessus, voir si tout est bien réalisé. Donc après, le côté CIRCE Academy, nous, on déploie pas mal de règles d'ingénierie dessus, en fonction de ce que nous apportent aussi les opérateurs et des nouveautés qu'ils peuvent apporter. Donc, dès qu'une nouveauté arrive chez un opérateur, le technicien est directement informé via cette plateforme. Donc, c'est vrai que pour moi, la dématérialisation, c'est très bien pour une formation en continu, et un peu moins pour une formation initiale. Merci à vous. Donc maintenant, on va passer gros sous un petit peu, on va parler un peu d'argent, juste même, de temps en temps, il faut en parler. Justement, un petit zoom sur les politiques publiques ont-elles dynamisé la demande de formation, voire créé de l'appétence à rejoindre les métiers du numérique? Il faut se poser la question. Pensez-vous que les réformes et sur les aides financières allouées à la formation ont apporté des réponses attendues par la filière, notamment sur l'aspect montée en compétences des personnels? Donc, tout de suite, quand j'avais fait cette préparation, j'avais été interpellé au moins, il y a 2 choses qui m'ont interpellé, aussi bien par Jennifer Simon que Brigitte Kaplan. Donc, je demande d'abord à Jennifer Simon sur le sujet. Oui, moi, nous, sur le déploiement, on n'a pas eu vraiment de problème de financement, mais je mettais vraiment en garde. Alors, c'est sur la difficulté, ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction, mais sur le retour d'expérience qu'on a, on suit nos anciens apprenants et on régulièrement leur téléphone pour savoir où ils en sont et ce qu'ils font. Et autant les voyait évoluer dans la filière régulièrement, et même pour certains sur des brillantes carrières assez rapides, que maintenant on a régulièrement la réponse qu'ils sont en train de quitter la filière. En fait, on observe, alors c'est des signaux faibles, mais on voit les talents partir de la filière. Donc, je voulais juste le signaler. Nous, à notre modeste échelle, c'est ce qu'on voit. Par manque de perspective, voilà, pour eux, entre guillemets, régulièrement nous dit mais oui, mais la fibre c'est fini. Voilà, donc la petite fibre, voilà, donc il n'y a pas non seulement que les raccordements qui pour eux sont finis. Enfin voilà, c'est juste qu'il n'y a plus d'avenir pour eux dans la filière des infrastructures numériques. Donc c'est dommage parce qu'on sait l'EDEC a quand même sorti le chiffre. Alors je pense que dans la table ronde prochaine, voilà, notamment Pascal en parlera, mais il y a quand même des nouveaux emplois à pourvoir, malgré la baisse effectivement dans le déploiement. Et ce qui me gêne vraiment, c'est qu'on va partir des. Alors ça répond pas vraiment à la question, mais c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Non, mais on voit les talents partir et donc il va falloir refinancer et repartir à zéro sur les territoires connectés. Et ça, c'est dommage. Ouais, mais c'est très bien. C'est pas une conclusion, mais ça aurait pu être la conclusion de tout à l'heure. Et donc, Brigitte Kaplan aussi m'a dit quelque chose que j'aimerais qu'elle vous partage un petit peu. Moi, j'ai envie de. Du coup, j'avais écrit quelque chose, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Jennifer, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que nous, l'OPCO, justement, sur tout le territoire, on a des fonds pour financer des démarches de PCRH. Et on avait tenté de le faire au niveau. Alors, PCRH, c'est prestations, conseils, ressources humaines.
Donc, on avait essayé de le tester dans le cadre de l'EDEC, mais je pense que c'est le bon moment, dans le cadre du nouvel EDEC, peut-être pour tester ces démarches d'accompagnement, justement pour garder les talents. Parce que grâce à la création des CQP, on a fait entrer notamment des milliers de personnes sur la partie raccordement. Et aujourd'hui, il faut les garder, ces personnes, on est bien d'accord. Donc, peut-être, mais alors après, nous, on a le dispositif, on peut faire la promotion du dispositif, mais c'est quand même aux entreprises de déclencher cette anticipation. Voilà, moi, ce que je Non, voulais mais c'est dire, bien ça. c'est que l'OPCO, en termes de financement, peut vous accompagner, peut accompagner les entreprises peut-être dans ce travail de positionnement des collaborateurs. Justement, la cartographie des métiers, des emplois et des compétences qu'on a faites dans le cadre du premier EDEC, on peut l'utiliser pour effectivement qu'une entreprise puisse positionner un collaborateur partant, sortant sur un nouveau métier. Donc, en tous les cas, nous, on peut l'encourager à le faire. L'État a prouvé, je pense, à travers l'ATP, les 2 EDEC, qu'il soutenait effectivement la filière en lui permettant justement de créer des outils pour favoriser l'attractivité, sécuriser les parcours et anticiper les démarches de GEPP. Et ce dont je vous avais parlé, Didier, au moment de la préparation, c'est que la difficulté, ce n'est pas le financement finalement. C'est plus, pour moi, clairement, si l'OPCO trouvera toujours des financements pour accompagner des démarches de qualité et innovantes. Ce qui est la plus grosse difficulté, au-delà de garder les publics, c'est de les trouver. Parce que sur le raccordement final, notamment dont on parle actuellement beaucoup, alors peut-être faute de perspective, il y a beaucoup, enfin, je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais il y a beaucoup de recours à la sous-traitance. Et nous, finalement, on n'a pas, en tant qu'OPCO, et on a du mal à toucher ces publics-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a du mal à le faire qu'il faut arrêter, mais en tous les cas, il faut continuer à promouvoir nos outils, peut-être en montant des partenariats avec d'autres OPCO pour effectivement qu'ils touchent les publics qui sont effectivement concernés par le raccordement. Merci. Ouais, c'est très bien, ça va très bien dans notre. Alors justement, 2 avis même en même temps, supplémentaires, un peu rapides, peut-être, hélas, on n'a pas trop de temps. Mais justement, Zacharia, Yann, bon, vous êtes le plus près de ces grandes transformations qui ont pu être faites par, si on parle politique un peu, volonté politique et tout ça. Effectivement, nous, en tout cas, nous, à NCT, on n'était pas en première ligne, mais on a accompagné la DGFP sur ce sujet. Et notamment, vous l'avez cité, la Kaplan plusieurs fois, les EDEC. Pour nous, c'est l'outil. C'est l'outil qui nous permet c'est un levier, c'est un levier important pour nous assurer de la qualité des formations, mais pas que. C'est aussi celui qui doit nous permettre de sécuriser l'emploi et les passerelles de formation vers les métiers des infrastructures numériques. Et en fait, ça doit aussi et surtout, et ça, je rebondis sur votre intervention, madame, sur la fidélisation des agents formés à la filière. Et ça, pour nous, c'est bien. Enfin, j'en suis très insatisfait parce que le témoignage que vous nous relayez est insatisfaisant pour nous. On est tous convaincus que déjà, à la fibre, il y a encore du travail, d'une part. Une fois les réseaux construits, il y aura une masse d'emplois toujours nécessaires au maintien, à l'entretien, même à la vie des réseaux. Enfin, il y a encore beaucoup à faire. Mais pour tous les autres, il y a aussi des opportunités connexes dans l'univers du numérique. Et les voir partir, c'est clair que c'est un peu un crève-cœur, si je peux dire les choses ainsi. Mais c'est l'objet, je crois, Marc, des échanges de tout à l'heure. Ouais. Mais nous, voilà. L'EDEC, pour nous, était une brique essentielle pour cela. Et j'accompagne tout à fait ma voisine sur cela. Merci. Et pour clore ce point-là, vu d'un opérateur aussi, Pascal. Ouais, alors je pense qu'en matière de FTTH, le déploiement s'est opéré très très rapidement. Donc, on a eu, après quelques années d'hésitation, d'ailleurs, on a vu parfois des stop and go qui ont un peu déstabilisé la façon dont on allait y aller. Et nous, on en sait quelque chose parce qu'on poussait ce modèle. Alors, la force au travail, je pense, n'était pas préparée après sur la croissance exponentielle qu'on a eue dans le déploiement. C'était très très vite avec des enjeux extrêmement forts. Et d'ailleurs, on peut s'en réjouir aujourd'hui quand on voit le résultat quand même par rapport à ce que représente la France dans le déploiement du réseau. Et ça, c'est très bien, ça a été signalé aussi en introduction. Mais du coup, la mise en place n'a pas été suffisamment peut-être anticipée. Les formations sont peut-être arrivées un peu tard. Et c'est vrai, il y a besoin de donner ce financement, en tout cas cet accompagnement pour rassurer les gens et donner cette perspective qui, même si le déploiement se termine, on le disait, il y a encore la moitié de la France raccordée, il y a quand même une perspective encore énorme, que ce soit dans la fin du raccordement, mais également dans tout ce qui va être vie de réseau, maintenance ensuite pour l'avenir.
Ben non, ça c'est super ce truc-là parce que j'enchaîne très bien Prévention. sur le truc où là, je laisse qu'une minute à chacun parce que quelque part c'est presque oui ou non quelque part et que vous allez pouvoir me répondre. C'est que la formation aujourd'hui, les formations aujourd'hui proposées qu'on trouve sur dans nos catalogues, ont-elles pris le virage de la vie du réseau, de la maintenance des réseaux? Donc Arnaud, vous êtes intéressé au sujet? Oui, oui, forcément, hein. Enfin, la vie du réseau et la maintenance des réseaux nous intéressent énormément. Enfin, après, c'est pour moi les intervenants sur le déploiement ou sur la vie du réseau, c'est à peu près le même profil, avec des chantiers plus petits, effectivement, moins de personnel, moins de techniciens, peut-être des techniciens un peu mieux formés, en particulier si on parle des actifs, hein, parce que nos Ouais. réseaux sont Plus d'expertise. ouais, un peu plus d'expertise. Mais c'est la même chose, hein, pour moi. D'accord. Enfin, c'est le même genre de formation. Bon, côté chez Orange, comment ça se passe? Ouais, alors, La vie- bon, l'enjeu du coup de la transition entre le Oui, développement il a dit un peu. et le passage, non, non, et le passage en vie de réseau, bon, ça va être une acquisition de compétences peut-être un peu différente, mais avec un socle existant, hein, qui est extrêmement important. On va être plus dans des sujets de SAV, alors production encore, certes, mais SAV, service après-vente, il y a prend la place. Voilà, on va être dans un sujet comme ça aussi, hein, donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, avec l'explosion de services qui vont y être associés, parce que finalement, faire prendre la place, s'il n'y a pas une valeur ajoutée derrière à réaliser à travers tous les services pour justement générer finalement un développement économique, en tout cas des relais de croissance, on va être un peu sec et on va se faire, je pense, et c'est là que nos vrais concurrents sont ailleurs. Ce sont les GAFAM, ce sont ces gens-là. Donc, il va falloir apporter quelque chose en valeur. Et donc, on va devoir finalement encore faire pas mal de travail pour que ces compétences soient plus approfondies sur des activités justement un peu plus complexes qui va nécessiter de l'expertise. Les aspects clients vont être différents également. La posture du technicien, et là, le côté savoir-être va être extrêmement majeur et clé dans l'écosystème. Donc, il faut être à l'écoute, dans l'accompagnement. Voilà, et ça va prendre une part importante demain et il faut absolument qu'on s'y prépare. Et je vais évoquer aussi le sujet de maintenance préventive, justement pour anticiper, justement, éviter que la coupure du signal. Donc, il faut entretenir ces réseaux pour éviter finalement, plus on fait de maintenance préventive, on voit bien que ça affaiblit le curatif. C'est très bien parce que le curatif réagit en mode urgence, le client a déjà été coupé, alors que le préventif permet d'éviter cette coupure et que le client garde sa connectivité qui aujourd'hui est vitale et essentielle pour lui. Voilà, donc il faut accompagner justement, et c'est là qu'il faut orienter le développement des compétences à travers ces enjeux. Alors, je me tourne vers les centres de formation. C'est vrai ce qu'ils disent ou pas? Est-ce que vous avez déjà des formations pour monter vers cette expertise? Nous, ou on pas a déjà fait, technicien alors, maintenance, Jennifer? technicien vie des réseaux, on en a fait, financé entre autres par Constructis sur des POE et des nouveaux techniciens, et puis des personnes qui sont déjà en poste, qui sont salariés, oui. Dans toutes nos formations, maintenant, on ne soit pas de former un technicien qui va intervenir sur les réseaux sans avoir les minimums des compétences requises pour intervenir sur des réseaux actifs et faire de la maintenance, que ce soit préventive ou prédictive ou curative. C'est des formations plutôt courtes, ça? On a les deux. Alors qu'on est sur des POC avec Constructis, on est sur 400 heures, donc 2 à 3 semaines en entreprise. Et puis, plus la formation est longue, plus on va loin sur les métiers de la maintenance et de la vie du réseau, c'est tout. Voilà. Côté CIRC? Oui, côté CIRC, alors les formations VDR ont débuté il y a déjà un bon moment. Ah, c'est bien. Parce que du coup, on a eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir formé de bons techniciens grâce à la formation initiale, mais du coup, on a apporté un plus sur la partie maintenance du réseau, utilisation des appareils de mesure, par exemple, pour déterminer une panne, enfin trouver la panne, savoir bien faire une fois qu'on a trouvé la panne. Donc c'est vrai que, enfin voilà, formation vidéo réseau, c'est déjà bien ancré chez les CIRC. Bon, ben c'est génial. Donc, on va aller vers la conclusion de cette première table ronde. Et justement, en conclusion, il faut que d'une manière simple, efficace, on retienne quelques mots seulement, justement. Alors, enfin, comme mot de conclusion, après 10 ans de formation, pourriez-vous nous donner un exemple de ce qui a, à votre avis, bien marché, qui mériterait d'être encouragé pour le futur? A-t-on appris
de nos erreurs ou avons-nous tout raté? Je ne pense pas. Donc, pour ça, Zacharia, tiens, en premier. Alors, d'une part, j'ai beaucoup appris sur cette sein de table ronde, à côtoyer tous les intervenants. Je suis ravi d'être ici parce que ça affine un peu ma compréhension de toute l'organisation. On peut se le dire, enfin, les excellents résultats dont on se satisfait régulièrement, rien ne serait réalisé sans une solide formation. Il y a toujours à améliorer, ça on en est convaincu, mais reconnaissant que beaucoup de choses ont été faites et il y a des résultats. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de résultats satisfaisants s'il n'y a pas un travail préalable de formation solide. Et donc voilà, il me semble que la filière a fait preuve d'une certaine souplesse dans les formations pour aller toujours se rapprocher vers le public cible, s'adapter au public cible aussi. Enfin, c'est ce que j'ai entendu encore une fois aujourd'hui. Et toujours tout ça pour garantir cette robustesse des agents ainsi formés. Alors, si tu me le permets, je reviendrai toujours à mes exigences de qualité et je rebondis un peu sur une comparaison que Richard a évoquée et auquel je m'aligne à 2000%. Nos prédécesseurs, il y a 50 ans, quand ils ont déployé massivement le réseau cuivre, n'imaginaient pas, enfin en tout cas, aucun n'imaginait qu'on passerait des flux vidéo ultra haute définition sur un fil de cuivre. Je pense que c'est de la science-fiction à l'époque, et même pas de la science-fiction, c'est même personne ne l'imaginait, quoi. Donc je pense que de la même manière, aucun d'entre nous ne peut anticiper ce qu'on fera des réseaux dans 40 ans ou 50 ans. Donc, tout cela, c'est une exigence technique ultra pointue. Donc, nous, NTT, on est un peu embêtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est mon rôle. Donc, j'embête tout le monde et ça fait partie de mon job. Mais tout cela, ça ne se fera pas sans formation. Donc, qualité des réseaux et qualité de formation sont à 2000% corrélés. Très bon mot de fin, là. Donc, maintenant, je dis, donc, Arnaud, un petit mot de conclusion. Oui, enfin, la formation était essentielle pour la réussite de ce projet. Sur le déploiement initial, ça a très bien marché. Je pense qu'il faut qu'on mette l'accent. Alors, on a parlé de vidéo réseau juste à l'instant, mais il faudra mettre surtout l'accent sur la formation des techniciens qui interviennent pour faire des raccordements chez le client. Je pense que là-dessus, on n'est pas encore tout à fait au bout, et parce qu'on voit quand même qu'il y a c'est pas forcément la technique, hein, effectivement, mais c'est comment expliquer aux clients, enfin, aller chez un client, et c'est notre image de marque, hein, aller chez le client final, c'est vachement important, et donc la qualité du technicien, la façon de parler, la façon de se tenir, de parler, c'est quand même très important. Au-delà de la technique, le savoir-être, et c'est peut-être le plus difficile à former du reste. Alors, maintenant, Alexandre. Oui, oui. Ce qui a bien fonctionné, je pense, sur ces dernières années, c'est, je dirais, alors, hormis la formation en continu des techniciens, je dirais que les longues formations initiales chez Circe, on a beaucoup investi sur ça, avec des formations de plusieurs mois, en lançant des POEC, par exemple, et autres cursus. Je pense que chez Circe, c'est vraiment une grosse force de prendre une personne, alors déjà, qui possiblement passée par un centre de formation avant, donc par exemple comme moi, TRCC à l'époque, et ensuite le former encore une fois plus précisément dans le métier pour nos opérateurs. Voilà. Donc, ça, c'est une grande force. Merci beaucoup. Pascal. Oui, alors je pense qu'on va pouvoir boucler avec ce qui a été dit précédemment, hein. C'est finalement le plan très haut débit qui a été réalisé en France, c'est quand même une belle réussite en soi. Donc, c'est pas venu par hasard. Ça prouve bien qu'il y a eu quand même un certain nombre de défis relevés autour des compétences, autour de la formation. Alors maintenant, il ne faudrait pas penser, parce que le déploiement est terminé, que le besoin en compétences n'existe plus. Il y a encore quand même un certain nombre de choses à faire. Et je le disais, en vie de réseau, la formation initiale des techniciens, on sait bien qu'elle est cruciale, hein, c'est leur socle, et elle doit être réalisée le plus sérieusement possible. On doit aussi la combiner avec des formations complémentaires. Ce que je disais, alors moi j'appelle souvent ça façon Elmer. L'éléphant Elmer, avec ses, voilà. Si on veut soit on repeint l'éléphant tout en gris, il faut tout refaire. Soit on prend juste les briques, et Elmer, il y a des briques de couleur, on ne prend que la couleur dont on a besoin et on ne repeint que le carré dont on a besoin. Et ça, c'est aussi important, parce que derrière, c'est destiné à prendre en compte les besoins du marché au fil de son évolution, sans avoir à tout refaire et à tout réinventer systématiquement. Et même si la formation est vue comme économiquement souvent une charge directe ou indirecte,
elle permet quand même de donner des perspectives qu'il faut anticiper le plus possible. Et pas comme on a pu le faire, on disait dans la phase de déploiement, ça se fait très très vite et du coup on était pris un peu de coup et on a réagi un peu en mode urgence. Donc donner cette visibilité pour construire un avenir autour des réseaux qui devront disposer de compétences pointues pour rassurer finalement, pour assurer un service de qualité qui, je le disais, est devenu vital pour les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises d'ailleurs. Les entreprises ont un peu plus de mal aujourd'hui à passer et elles ont beaucoup de réseaux à migrer. Et je pense qu'on ne se trompe jamais en investissement sur les compétences. Donc, continuons à nous mobiliser sur le sujet. Merci. Donc, maintenant, pour les mots de la fin, je fais un honneur aux dames. Donc, d'abord à Jennifer et après, ce sera Brigitte qui fera le mot de la super fin. De la super fin. Donc, Jennifer, d'abord. Moi, je voulais mettre en avant en fait, la filière qui avait réussi à s'organiser pour contrôler la qualité des centres de formation, parce qu'il faut aussi balayer devant sa porte. Effectivement, sur les 190 centres de formation, ils n'étaient pas tous excellents. Donc, c'est vrai que vous nous avez fait confiance. On a des labels. Maintenant, les centres de formation qui sont référencés, ils sont très contrôlés. Alors, par nos financeurs, par Calliope, par le Objectif Fibre, c'est tous les 2 ans Objectif Fibre qu'on passe devant chez Didier. Ah non, je ne suis plus là, moi. Ouais. Je m'en occupe plus. Donc, je je jouais le rôle du méchant. Je ne suis plus le méchant. Il n'y a que des gentils maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à faire confiance aux centres de formation. Enfin, voilà, ils sont référencés, ils sont labellisés. Et puis, je voulais un petit lien avec la table ronde d'après pour dire qu'ils sont déjà prêts, les centres de formation. Alors, je vais voir là, Sébastien qui me regarde là-bas. J'ai été voir sa rue connectée. Il y a Smart City chez Pascal ici. Nous, à Novea, on vient d'inaugurer notre propre réseau 5G privé à vocation pédagogique. Donc, on est prêt aussi pour demain. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et nous faire confiance. Merci Jennifer. Et donc le mot de la super fin. Alors, on ne s'est pas concerté avec Jennifer, mais c'est tout pareil. Je voulais effectivement louer, féliciter la formidable démarche de référencement des organismes de formation. Et moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est justement l'ingénierie de certification qui a été mise en place dès l'origine en 2012 avec la création du CQP monteur-accordeur FTTH, son découpage en blocs de compétences et son enregistrement au RNCP. Dans le cadre de ce découpage en blocs, justement, comme quoi les pionniers, les créateurs du CQP avaient les idées longues, puisqu'ils avaient déjà construit un module raccordement abonné dans le monteur FTTH. On a décidé de l'isoler et de le singulariser pour en faire un CQP à part 10 ans après, à part pleine et entière, qui a un petit peu de mal effectivement à trouver son public. Mais je voulais, pour le super mot de la fin, vraiment féliciter et remercier Laurence du CERS pour tout ce travail remarquable réalisé de portage de l'ingénierie de certification, et Sandra Bonneau, qui a été effectivement la maîtrise d'œuvre de ces travaux de certification. Et donc, on est en ligne droite avec la réforme, puisqu'on traite de sécurisation des parcours. Et future table ronde, pensez maintenant que tout ce travail magnifique qui a été fait, il faut qu'on le pérennise et qu'on garde les talents qu'on a recrutés il y a 10 ans dans la profession. Voilà, c'était mon super mot de la fin. Bien, c'était un très beau mot de la fin, puisque tu en étais au remerciement. Moi, je tiens à remercier vous tous de cette table ronde. C'était très agréable de faire cette animation et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres débats prochainement. Mais ce n'est pas fini, donc personne ne bouge. Je relaisse la parole à Jacques. Merci Didier. Donc, je vois que tu es comme les marathoniens. Tu as fait une première partie très longue et une deuxième partie très rapide, très courte. Donc, très bien, félicitations à toi. Donc, on a le temps de balayer 2 questions qui sont remontées sur le Slido avant de passer au sondage et à la pause. Alors, une première question, c'est comment les centres de formation incluent-ils les STAS si les ingénieries sont communes ? La parole au centre de formation. Qui veut s'exprimer? C'est une question difficile. Les STAS, c'est les spécifications techniques. Bon, on peut répondre après. Hein. Franchement, comment les centres de formation incluent-ils les STAS si les ingénieries sont communes?
ces stas, on les déploie directement lors des formations. Tout ce qui est règles d'ingénierie et autres. Et quand alors quand vous dites commune, c'est-à-dire des stas communes, c'est-à-dire pour différentes régions ou On n'en a pas plus. Et je dirais que la question est posée par un anonyme, donc je ne peux pas vous en dire plus. Non, enfin, je crois comprendre, mais Est-ce que c'est un peu vaste quand même quand on parle de stas communes, c'est vrai qu'au national. non, d'ingénierie commune sur des stades différents. C'est-à-dire que dans une assemblée où vous allez avoir 12 apprenants, il peut y avoir des gens qui viennent de différents opérateurs Ah oui. séparés, qui ont chacun leur propre stas en la matière. Et comment vous arrivez, vous, à manager ça? Est-ce que vous en tenez à faire ingénierie, purement ingénierie? Ah oui. Et est-ce que vous tenez compte quand même que avec tel opérateur, il faut faire quelque chose en plus, ou ceci ou cela? Ou est-ce que vous adaptez parfois? Vous faites une formation avec Orange, vous connaissez les stats d'Orange, donc vous pouvez aller plus loin dans la démarche. Je pense que le sens de la question, c'était un peu ça. Je pense aussi. Bravo, Oui, Didier. c'est vrai que. Ah, c'était- Oui. Non, non, C'est vrai que. J'ai compris, là, j'ai tout compris. Oui, Non, c'est clair. ah, C'est un talent. Hein, donc oui, c'est toi qui as posé la question. Il a J'aurais pu la poser, c'est vrai. OK. moi je dirais que c'est vrai que pour être au plus proche des régions, donc on a plusieurs centres de formation, on est assez proche des régions. Donc c'est vrai que quand on a des demandes, Oui. c'est plutôt pour un opérateur en général en particulier, Ouais. puisque Oui, dans cette bah, zone, vous on n'avez travaille pas pour un de- opérateur. Voilà. Après, c'est vrai que si exceptionnellement on a des formations avec des apprenants qui travaillent pour de multiples opérateurs, dans ces cas-là, on leur apportera une formation plutôt générique. Et ensuite, on séparera des groupes, on fera D'accord. des formations plutôt spécifiques sur Oui, l'opérateur. OK, d'accord. Voilà. Vous construisez avec Voilà, le donneur d'ordre. exactement. Deuxième Voilà. question. alors. Et deuxième et dernière question, parce qu'après, donc, le temps tourne. Alors, c'est pas une question, c'est une affirmation. Donc là, parce que personnellement, je ne connais pas la réponse. Les OPCO ne prennent pas en compte la totalité des formations qualité, sécurité. Ah, là, on laisse la parole à. Tu veux que je réponde? Bah, est-ce que tu peux interpréter Non, enfin, non, c'est faux. Enfin, je sais pas, Sandra. on, on prend au contraire, on peut non. OK. Bon. Très bien. appeler Constructis, enfin, appelez-nous. D'accord. Ben Appelez voilà. Oui, Sandra, voilà, c'est ça. nous, ouais. c'est- C'est ça. OK. Ben, merci à tous les intervenants. Donc, je pense qu'on peut les applaudir.